Ok, bienvenue sur Ndiaba Obovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des généralités sur le dessin technique. On va dire tout simplement que le dessin technique constitue tout simplement un langage donc commun de ceux qui travaillent en technologie. Les ingénieurs, les architectes, les designers, les technologues, les techniciens et les ouvriers spécialisés l'utilisent pour communiquer donc entre eux. On passe donc tout simplement ici aux différents types de dessins industriels. Dans un premier temps, nous distinguerons plusieurs grandes catégories donc de dessins, à savoir les dessins d'ensemble. Deuxièmement, les dessins donc de définition d'une pièce, les croquis. On commence donc tout simplement par le dessin d'ensemble. En dessin technique, un dessin d'ensemble est la représentation d'un mécanisme complet ou partiel permettant de situer chacune des pièces qui le composent. Donc, on peut donc voir ici un exemple d'application à ce niveau-ci. On peut donc voir un dessin d'ensemble là constitué donc, tel qu'on regarde ici, de 5 pièces. Donc, repère ici, on voit donc repère 1, 2, 3, 4, 5. On peut donc voir nos pièces ici, donc telles que la pièce 1 est le bâti, la pièce 2, tout simplement donc vis H. D'accord. Donc, en fait, le dessin d'ensemble nous montre donc tous les éléments donc, de notre système ici ou bien partiel, accompagné toujours donc par une nomenclature telle qu'on voit là, donc repère, nombre, désignation, matériaux et observation. On passe donc tout simplement à la nomenclature, comme nous avons vu, la nomenclature qui accompagne donc notre dessin d'ensemble. Lié à un dessin d'ensemble, elle dresse donc la liste complète de tous les éléments constitutifs, par exemple des pièces composant du système dessiné. Chaque élément est répertorié, numéroté et classé et tous les renseignements nécessaires le concernant sont donc indiqués. On peut donc voir notre dessin d'ensemble de tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on entend donc par nomenclature ici. On a donc le repère qui précise donc les repères des pièces, comme ici on a donc la pièce 1, le nombre 1, désignation, le nom bâti, la matière E24, donc acier de construction. Ici on a donc observation, la pièce 2, telle qu'on voit ici, donc voici la pièce 2, vis H, voici sa désignation, donc vis H M12-45 et la classe donc 8-8. Observation, il n'y a rien. Matière, il n'y a rien. Observation, donc il n'y a rien. Ici, le nombre, donc c'est 1. Le repère 3, tel qu'on voit ici, le 3. Nombre de pièces, 1, c'est le bras. Repère 4, tel qu'on voit ici. Rondelle, donc rondelle plate, donc tel que voici sa désignation. Le nombre, il y en a 2. Donc on peut voir ici une rondelle ici. Et voici son frère de ce côté-ci. Donc il y a 2 rondelles. Repère, donc 5. 5, c'est quoi? C'est l'écrou, le nombre c'est combien? C'est 1, donc on peut donc voir l'écrou, sa désignation, donc écrou H M12-8, donc M12 c'est tout simplement donc le diamètre nominal donc, de la vis, d'accord? Ok, donc c'est ça ce qu'on entend donc par nomenclature donc, du dessin, donc ça nous donne tout simplement donc, le repère de la pièce, le nombre d'éléments, sa désignation, la matière et ensuite les différentes observations. Et en bas, souvent ici, il y a donc le cartouche. On représente le cartouche du dessin ici. On passe donc au cartouche d'inscription. C'est quoi donc le cartouche d'inscription? C'est la carte d'identité d'un dessin. On peut donc voir un exemple en image ici, un exemple d'application ici. Dans le cartouche, on peut retrouver donc l'échelle du dessin. Ici, on a donc l'échelle 1/50. On peut avoir le symbole donc de disposition des vues. Selon donc, ici c'est selon donc la norme européenne. On peut donc avoir donc le titre donc, ou bien le nom du dessin à ce niveau-ci. On peut avoir également donc le nom de l'entreprise là. On peut avoir une zone d'identification. On peut avoir le format. Quel type de format on a utilisé donc pour dessiner ici. Ici par exemple on précise ici que c'est A1. Donc bref. L'aspect du cartouche n'est pas définitif, donc ça dépend donc des entreprises ou bien des écoles. Donc chaque école sort donc son modèle donc de cartouche d'inscription. Donc voici quelques éléments qu'on peut donc trouver dans un cartouche.
On passe donc au dessin de définition. C'est quoi le dessin de définition? Il représente donc de manière complète et détaillée une pièce. Il figure les formes, les dimensions et les spécifications, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires à sa fabrication. On peut donc voir ici un exemple d'un dessin de définition. On peut donc voir les différentes cotations, même les cotations géométriques. On peut donc voir. Donc ces différentes cotations-ci nous permettront tout simplement de réaliser notre pièce en atelier sans ambiguïté. Donc c'est ça qu'on entend donc par dessin de définition. On peut avoir donc des croquis tels qu'on peut voir là en image. On dira que les croquis de forme et de dimensions approximatives, il permet une vision globale des solutions techniques susceptibles d'être adoptées. Il est généralement tracé en main levée et peut être coté et annoté. Il permet de manière la plus rapide de transmettre la pensée du concepteur, tel qu'on peut voir ici. On voit que ça c'est un dessin donc qui a été fait dans la main levée. Et rapidement là, on numérote dans les parties. Une fois qu'on a donc fait ceci, on peut donc passer rapidement à sa mise au net, d'accord, sur un format et bien dessiné en respectant dans les mesures. Alors qu'ici, on parle donc de manière à main levée, juste pour représenter les différentes formes de la pièce. On peut même aussi représenter donc des cotations et faire des annotations telles qu'on voit, c'est-à-dire mettre les parties de notre système ou bien de notre pièce. On passe donc tout simplement dans le schéma. On dira que c'est quoi un schéma? C'est un dessin sous forme de symbole qui explique le fonctionnement d'un mécanisme ou bien d'un système. On peut donc essayer de voir apparaître ici en image, ici le schéma cinématique d'un mécanisme là. On appelle ici la meule. On peut donc voir comment on utilise dans des symboles. D'accord, cinématique là. Des liaisons mécaniques. On peut donc voir comment on a dans les symboles ici. Schéma fonctionnel minimal. On voit qu'on a utilisé tout simplement dans des différents symboles. Même chose ici pour ce système-ci. On peut voir les différents engrenages là. Donc bref, voici l'entrée ici et voici la sortie à ce niveau-ci. Donc ça, c'est ce qu'on entend donc par schéma. On utilise tout simplement donc des symboles normalisés donc on utilise dans un dessin technique pour représenter dans les schémas qui représentent le fonctionnement de manière simplifiée dans des mécanismes. On passe donc aux différents types de perspectives qu'on peut avoir. On dira qu'on distingue les perspectives cavalières, les perspectives axonométriques qui sont, on peut avoir les perspectives isométriques, les perspectives dimétriques ou bien encore les perspectives trimétriques. Également, on peut avoir les perspectives donc en vue éclatée. On passe donc aux différentes perspectives donc cavalières. On peut donc voir apparaître en image ici des perspectives cavalières telles que voici dans les vues de face à ce niveau-ci. On peut donc voir l'orientation des fuyantes là à droite. Ici c'est incliné 30 degrés, ici 45, là 60 degrés. Donc ça c'est dans l'angle d'inclinaison des fuyantes. Donc les fuyantes ici sont orientées à droite. Maintenant, comment on calcule donc la longueur des fuyantes dans une perspective cavalière? La longueur des fuyantes est égale à l'échelle du dessin multiplié par le rapport des réductions multiplié par l'épaisseur de la pièce. On peut donc voir ici en image, donc sur la face principale ici, on voit qu'on a un cercle, mais sur les autres faces qui sont inclinées là, les cercles sont représentés donc par des ellipses. On peut donc voir les différentes façons d'incliner les fuyantes à ce niveau-ci. Donc ici c'est à gauche en descendant, à droite en descendant. On passe donc tout simplement aux perspectives donc isométriques. En illustration, on peut donc voir apparaître la isométrique. Ça veut dire tout simplement que les différents angles de projection vont donc 120 degrés. Donc on a donc 120 degrés ici, 120 degrés et 120 degrés là. On peut donc voir notre cube ici tel que se projeter. On peut donc voir que l'angle ici vaut donc 120 degrés. Ici on a donc 120 degrés. On a ici également on a donc 120 degrés. Donc c'est ça la projection donc isométrique. On passe donc aux différentes perspectives isométriques qu'on a voilà, on a voilà en image. Donc quelques exemples ici, on peut donc voir quelques exemples de figures ici projetées donc isométriquement. On peut constater que les angles de projection ici vaut donc tout simplement donc 120 degrés. On peut donc avoir un autre exemple à ce niveau-ci. Donc voici des objets représentés isométriquement. On passe donc cette fois-ci aux perspectives dimétriques et trimétriques. Parlant donc des perspectives dimétriques et trimétriques, on peut voir apparaître ici isométrique. On a vu que les angles de projection donc étaient tout simplement égaux, 120 degrés tel qu'on voit. On a alpha ici, alpha. Dimétrique qui vient donc de 2. Donc ici là, on a deux angles égaux tel qu'on voit là. Donc bêta ici, identique, différent donc de gamma, d'où le nom dimétrique.
Ici, trimétrique, qui vient donc de 3. Les 3 angles sont différents ici, tel qu'on peut voir. On doit phi ici, différent donc de sigma, différent donc de θ, tel qu'on voit là. Donc ça, c'est une perspective trimétrique. On passe maintenant à la perspective en vue éclatée. On peut donc voir tout simplement apparaître ici, tout simplement un dessin d'ensemble de voitures en bois en vue éclatée, tel qu'on voit là. Utilisé généralement donc pour les gammes de montage, c'est-à-dire pour montrer comment assembler correctement donc notre mécanisme. D'accord? Donc c'est ça le rôle donc de la perspective éclatée. Ça nous montre en temps réel comment les pièces sont assemblées entre elles. On peut donc voir les différents repères ici, d'accord. On passe donc aux différents formats qu'on utilise, donc aux différents formats normalisés qu'on utilise donc en dessin. Le plus grand des formats, c'est le A0, tel qu'on voit là, donc A avec un 0, tel que sa plus grande surface vaut donc 1 mètre carré. Voici donc ces dimensions ici, 840 fois 1189. Donc, pour avoir dans le A1, on prend donc la plus grande surface ici, la plus grande longueur ici qui est 1189, on divise donc par 2, ça va nous donner dans le A1. Voici donc les dimensions donc du A1 à ce niveau-ci. On aura donc 0,5 mètre carré. On prend dans le A1, on prend encore sa plus grande dimension qui est 841 à ce niveau. On divise encore par 2. On aura donc le A2, donc voici ces dimensions ici qui vaut donc 0,420 fois 594 qui vaut une surface de 0,25 mètres carrés. On prend encore sa plus grande surface ici, sa plus grande longueur ici qui est 594. On divise encore par 2, ça va nous donner dans le A3 tel que ces dimensions vaut donc 297 fois 420. On prend le A3, on plie encore en 2 par rapport à sa plus grande dimension ici qui est donc 420. En ce moment, on aura donc les dimensions donc du format A4 qui est donc 210 fois 297. On peut donc voir ici en image la position d'un format A4 vertical. Donc voici les relations donc entre les formats ici. A0 égale à 2A1, égale à 4A2, égale à 8A3, égale à 16 format A4. Ça nous donne tout simplement 1 mètre carré. On peut donc voir dans le tableau ici les différentes dimensions que nous venons de voir, les dimensions donc des formats apparaître là. Le A0, comme nous avons vu, on a dans la longueur ici, on a dans la largeur. Le A1, voici dans sa longueur 841, sa largeur 594. A2, 594, 420. A3, 420, 297. Et le format A4, sa longueur donc 297 et sa largeur 210 mm. On passe donc aux différents types de traits qu'on utilise donc en dessin technique. En dessin technique, on utilise également donc les traits normalisés. On peut donc avoir apparaître ici les traits continus forts utilisés pour les arêtes et contours vus. On utilise donc l'épaisseur du trait 0,5 ou bien encore 0,7 ou bien 0,5. On a encore les traits interrompus ici, utilisés pour les arêtes et contours cachés. On utilise donc les traits fins, le 0,35 ou bien le 0,2. Le trait mixte fin, on peut donc voir un long tiré, un court, un long, un court, tel qu'on peut voir dans les dimensions à ce niveau. C'est utilisé donc pour les axes, les plans de symétrie, les lignes primitives et les trajectoires. J'utilise encore dans les traits fins, donc voici l'épaisseur à ce niveau-ci. Les traits continus fins, on peut donc voir un trait continu fin. C'est utilisé donc pour les hachures, les lignes de côte, les lignes d'attache, les filets, les arêtes fictives et les axes courts. Également, on utilise dans les traits fins. On peut avoir également dans les traits continus fins à main levée ou en zigzag. Voici un trait continu fait à main levée ou en zigzag. Voici donc les zigzags. Utilisés pour les limites des vitres et les coupes partielles. On peut également avoir les traits mixtes forts. On peut voir un mixte fort à ce niveau-ci. C'est utilisé donc pour les traitements de surface. Donc très fort, soit le 0,7 mm ou bien le 0,5 mm. Maintenant, on peut également avoir les traits mixtes fins à 2 tirets. Utilisés pour les contours des pièces voisines ou bien encore les demi-rabattements. On utilise donc l'épaisseur du trait 0,2 ou bien 0,35 ou bien encore le 0,2 tout simplement. On passe donc à un exemple d'application. Pour toujours sur les différents types de traits, on peut donc voir apparaître là en image ici. Le trait numéro 1, comme nous avons vu, très fort, d'accord. Le trait numéro 2, on peut donc voir ici, trait interrompu pour les détails cachés. Trait numéro 3, on peut donc voir ici trait mixte fin, utilisé donc pour les traits d'axe, tel qu'on peut voir ici. Le trait numéro 4, à ce niveau-ci, on voit donc les lignes d'attache, les lignes de côte, sont tout simplement donc
En trait fin, on peut également avoir les hachures ici qui montrent les parties touchées donc par la scie pendant la coupe. Donc tout ça là, c'est tout simplement les traits fins. On continue, il y a encore quel type de trait. Ici, on peut donc voir trait continu donc en main levée. Ici, à ce niveau-ci, pour montrer les limites des vues, pour montrer que la pièce-ci devait donc continuer, mais on a décidé de s'arrêter à ce niveau-ci. On peut utiliser un trait continu, ou bien encore, on peut utiliser tout simplement le zigzag à ce niveau. On peut encore voir le trait numéro 6 ici. Trait mixte fort, donc pour les traitements de surface, pour montrer que cette surface a été traitée. Donc ça peut être une trempe, ça peut être un revenu, un recuisant, en fait des traitements thermiques, ou bien encore des revêtements, c'est-à-dire on a mis une peinture. On peut voir le trait numéro 6, 7 comme nous avons vu là, trait mixte fin à 2 tirets tel qu'on peut voir là, pour les contours des pièces voisines. Donc ça c'est les pièces voisines. On peut avoir les arraches fictives également ici, d'accord. Trait continu fin. Ok, on passe donc tout simplement à l'écriture. En dessin, on utilise donc l'écriture normalisée. On peut donc voir apparaître ici les différentes dimensions. On a donc H qui est dans la hauteur nominale de l'écriture, la hauteur des minuscules A, sans jambage, la largeur du trait E, l'interligne I, l'espace entre les mots M et l'espace entre les lettres K. On peut donc voir les différentes dimensions ici. Donc il suffit donc de voir ici si la hauteur nominale c'est 10, on peut donc voir la hauteur des minuscules, la largeur du trait. D'accord, ainsi de suite l'interligne, l'espace entre les mots et l'espace entre les lettres. On peut donc voir un exemple d'application de l'écriture. On peut donc voir apparaître ici un exemple. On peut donc voir ce que nous avons dit tout à l'heure, la hauteur des minuscules A, la hauteur nominale H, d'accord. Les dimensions entre les mots, telles qu'on voit là, entre les lettres K, il suffit de prendre le tableau et de repérer donc tout simplement ces dimensions là à l'intérieur. On peut voir les différents types d'écriture ici, écriture penchée. Les écritures sont inclinées tout simplement donc à 15 degrés. Donc en dessin technique, on utilise tout simplement donc les écritures normalisées. On passe donc tout simplement à la projection donc orthogonale. On dira tout simplement que la projection orthogonale consiste à projeter un modèle géométrique d'une pièce sur un plan orthogonal à la direction d'observation. Il existe donc 6 directions d'observation principales. On peut donc avoir les différents types de vues. On a donc tout simplement ici la vue de face A, tel qu'on voit là, l'opérateur donc se place ici en face. On a donc la vue d'arrière. On peut donc voir bien l'observateur regarde vers l'arrière. On a donc C, la vue de droite. L'observateur se place donc à droite. D, la vue de gauche. L'observateur se place à gauche. La vue de dessus, l'observateur donc se place au-dessus pour regarder. On a également dans la vue de dessous, l'observateur donc se place en dessous donc de la pièce pour regarder. On passe donc tout simplement ici à un exemple de notre cube de projection. Notre cube de projection est tout simplement un cube transparent tel qu'on voit là. On a notre pièce comme on a dit, l'observateur donc se place en face, projette donc cette face-ci. On peut donc voir son image donc apparaître ici qui est tout simplement donc la vue de face donc. D'accord, on peut donc voir la projection donc pour obtenir donc la vue de face. Dans la projection de ce trait, il nous a donné ceci, le cercle nous a donné ça, et cette partie ici, cette entaille ici, on peut donc voir ça à ce niveau. Ça nous donne donc la vue de face sur le plan de projection. La vue de droite, l'observateur s'est donc placé à droite, a projeté donc dans le plan, on peut donc voir cette forme ici. Pourquoi l'interrompu ici? Parce qu'il y a dans le trou là qui traverse la pièce. Quand l'observateur est ici, il ne voit pas dans le trou, c'est pour ça que c'est représenté en trait interrompu. Maintenant, ces arrêts, lorsque l'opérateur à droite, il voit tout ça là en très fort. Donc, c'est pour ça qu'on a dans cette très fort ici. La vue de dessus, l'observateur est placé donc au-dessus, projette. Donc, il voit dans cette partie-ci. C'est ça qui se trouve donc ici. Le trou encore, il ne voit pas. C'est pour ça que c'est donc en interrompu. D'accord? Et les différentes arêtes, ici, quand il est au-dessus, il voit donc. C'est pour ça que c'est en très fort tel qu'on voit là. Donc, ça, c'est donc la projection de la vue de dessus. Développement donc du cube de projection, on peut donc voir comment on détache notre cube de projection donc pour avoir les différentes vues dans chaque plan de projection. D'accord, dans notre vue de face, comme nous avons dit, vue de droite et la vue de dessus à ce niveau-ci qu'on est en train de rabattre.
On passe donc à la disposition dans des différentes vues. En dessin, comment on dispose dans des vues? On repère donc toujours la vue de face, la vue de dessous, d'accord, est placée au-dessus de la vue de face. La vue de dessus est en bas de la vue de face. La vue de droite est à gauche de la vue de face. La vue de gauche est tout simplement donc à droite de la vue de face. On a donc la vue d'arrière qui est donc à droite de la vue de gauche, comme ça pouvait être tout simplement à gauche de la vue de droite. Donc voici le schéma donc à retenir. On dessine toujours d'abord la vue de face et ça permet donc de positionner les différentes autres vues. On peut donc voir le symbole de représentation ici, d'accord, des vues selon la norme européenne, d'accord. La correspondance donc entre les vues. Dans un dessin technique, il y a correspondance toujours entre les vues telles qu'on peut voir là. On peut donc voir notre vue de face comme nous avons vu ici. Lorsque l'observateur projette donc vers le dessus, on peut donc voir la correspondance ici entre ces traits-ci en interrompu parce que quand l'observateur est au-dessus, il ne voit pas donc. On peut donc voir quand il est au-dessus, il va voir dans l'arrêt ci. C'est pour ça que c'est un trait fort. Ici, il va voir l'arrêt ci. On peut voir notre trait de projection donc à 45 degrés. Comment on obtient donc ce trait? On a donc projeté donc ce trait-ci ici sur le trait de projection. On rabat donc là, ça qui nous donne ici. Lorsque l'opérateur est à droite, comme nous avons vu, il va donc voir ce trait-ci. D'accord? Il voit dans cette forme-ci. Il voit dans ces arrêts-ci là en trait fort tel qu'on voit ici. Ici, il ne voit pas dans l'arrêt-ci, c'est pour ça qu'on a interrompu. Notre trou également, quand l'opérateur ici à droite, il ne voit pas. Donc, c'est ça qu'on a obtenu tout à l'heure. Si on se rappelle donc bien à ce niveau-ci, sur nos vues que nous avons donc obtenues. Donc, on peut donc voir, nous avons donc obtenu ça à ce niveau. Donc, on peut donc voir comment nous avons donc obtenu. On passe donc tout simplement dans les coupes. Les coupes permettent tout simplement donc de montrer les formes intérieures d'une pièce. On peut donc voir là en image ici l'objet initial. On peut donc voir notre plan de coupe qui est là, qui divise dans la pièce en deux parties égales. Maintenant, la partie donc située avant le plan de coupe est enlevée pour pouvoir voir les formes intérieures de la pièce. Les parties touchées par la scie seront donc assurées telles qu'on voit là. Donc ça, c'est la partie à conserver et projetée donc dans le plan de projection. Indication donc de la coupe. On peut donc voir notre dessin de tout à l'heure qui est donc dessiné dans le plan. On peut donc voir l'indication du plan de coupe ici. Trait mixte fin renforcé donc aux extrémités là, d'accord, par deux traits. L'indication donc de la flèche indiquant dans le sens de lecture. Le plan de coupe est toujours opéré par deux lettres telles qu'on voit là, c'est-à-dire ça indique le passage donc de la scie. Donc comme nous avons dit, la flèche nous montre que c'est cette vue-ci donc qui a été coupée. On peut donc voir les différentes parties donc touchées par la scie. Ça c'est ce qu'on entend donc par HU en dessin technique. Et maintenant les deux lettres ici indiquent dans le plan de coupe à ce niveau-ci. Ici c'est AA, c'est pour ça qu'on a ici AA. Donc ici c'était BB, ici on devait mettre BB. Et on voit bien que la coupe nous a permis de voir toutes les formes intérieures de la pièce. Maintenant ici, ça c'est une vue qui n'a pas été coupée. C'est pour ça que tous ces détails ici que nous voyons ici lorsqu'on a coupé ici, d'accord. C'est pour ça que tous ces détails ici sont en interrompu à ce niveau-ci. Alors que quand on a coupé, ça nous a permis de voir correctement dans les formes intérieures donc, de cette pièce. On passe donc aux règles sur les hachures. On va dire tout simplement que les hachures apparaissent là où la matière a été coupée. Elles sont tracées en traits continus fins et sont de préférence inclinées à 45 degrés dans le cas où seul un objet est coupé. Par rapport aux lignes générales du contour, on va dire encore que les hachures ne traversent jamais un trait continu fort. Elles ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu fin. On continue toujours sur les règles donc sur les hachures. On a donc les différents motifs d'hachures qu'on peut avoir. Ça c'est l'usage en général utilisé donc pour les métaux ferreux, c'est-à-dire les fontes et les aciers, métaux et alliages légers comme l'aluminium, le cuivre et ses alliages, on peut le voir avec des traits interrompus là au milieu, les matières plastiques, donc voilà les représentations, on peut donc voir les différents motifs donc de chaque hachure à ce niveau-ci qu'on utilise donc en dessin technique. On passe donc directement donc aux sections. On distingue donc en dessin technique les sections. On a donc les sections sorties et les sections rabattues. On peut donc voir ici, ça c'est une section rabattue qui se dessine directement donc sur la pièce. Donc on peut voir ici cette forme qui est hexagonale. Ça nous montre que la forme de la pièce à ce niveau c'est hexagonale.
à ce niveau-ci, on peut dans la forme ici de la pièce pour nous montrer qu'ici il y a une rainure de clavet tel qu'on voit là. Donc ça c'est section rabattue, ça se dessine sur la pièce. Maintenant on regarde dans cette pièce-ci, section sortie, maintenant ça se dessine en dehors de la pièce. On a dans la section sortie AA, donc on peut donc voir la forme à ce niveau-ci. Ici, la section sortie BB, on peut donc voir la forme à ce niveau. Et la section sortie CC, dans la forme de la pièce à ce niveau-ci, se représente comme ceci. On passe donc à la cotation. Parlant donc de la cotation, on dira tout simplement que côté un dessin, c'est y inscrire les dimensions nécessaires à l'exécution de l'objet dessiné. L'inscription des mesures doit être faite selon les règles bien établies. On passe donc à un exemple d'application. On peut donc voir apparaître ici une cotation. On va dire tout simplement que c'est ce qu'on appelle donc les lignes d'attache. Il y a deux lignes d'attache. D'accord, on a donc 75 ici qui est dans la mesure, qui s'appelle encore la côte. Ce trait ici qui porte donc les flèches, on l'appelle tout simplement dans la ligne de côte. L'espace entre les lignes du dessin et la ligne de côte ou entre les lignes de côte doit toujours être les mêmes, soit environ 10 mm tel qu'on voit là. Maintenant, on va dire que pour les côtes horizontales, on voit que la côte doit être au-dessus. Donc pour les côtes horizontales, la côte doit être au-dessus comme la côte de 45. Pour les côtes verticales, la côte doit être à gauche. Donc on voit que pour les côtes ici, on voit que 70 mm donc à gauche donc de la ligne de côte. Même chose ici, 50 à gauche de la ligne de côte. Même chose pour 75 mm à gauche de la ligne de côte. S'agissant donc des vocabulaires qu'on utilise dans un dessin technique, ok, donc là nous avons donc les vocabulaires qu'on utilise dans un dessin technique tel qu'on regarde là en image. On peut donc avoir là, ici nous avons donc un trou débouchant, c'est-à-dire un trou qui traverse entièrement la pièce. Ici on a donc un trou borgne, un trou qui s'arrête à un niveau. Ici on a donc un trou plus la marge tel qu'on voit, donc c'est ça qu'on entend donc par la marge à ce niveau-ci. On a ici un trou plus frisure, c'est-à-dire cette forme connexe ici qu'on appelle encore le frisurage. Un trou blanc. Ici on a donc une lumière telle qu'on voit là, un trou rectangulaire. Ici un alésage, c'est ça qu'on appelle donc alésage. Ça c'est une semelle. Ici là on appelle donc ce vide-ci un évidemment. Une vue à ce niveau-ci pour la rigidité donc de la pièce. Cette partie ici on appelle ça donc un bossage. Ici on a donc les profilés en I, en U, en T, d'accord. Il existe en plusieurs formes. On a également donc des tubes. On continue toujours avec le vocabulaire qu'on utilise dans le dessin technique. On a ce qu'on appelle dans les queues d'aronde mâle, queue d'aronde femelle. On a dans les languettes, les rainures, les brides, les tétons, les encoches, les saignées, les roues, les pignons, petite roue. La roue c'est la grande, un engrenage ensemble de deux roues qui s'engrainent ensemble. Ici on appelle ici l'embase, l'épaulement, une gorge, un chanfrein, cette forme conique, un collet, ici un plat, c'est-à-dire les deux plats qu'on voit laquelle qu'on peut mettre une clé pour manœuvrer l'axe avec. On a également ici ce qu'on appelle donc par raccord, ici donc un congé et là donc des arrondis. On a également donc des pieds de positionnement pour positionner dans des pièces. On a également les locatines pour le centrage. On a également les macarons utilisés encore pour le centrage. On continue toujours. Cette fois-ci avec donc les représentations des différents éléments filetés. En réel, on peut donc avoir ici apparaître là. On voit donc ici une vis, un écrou, une rondelle là. Donc une tige filetée, en réel, ça représente comme ceci. Un trou taraudé comme ceci. Représentation donc normalisée ici d'une tige filetée. On peut donc voir la ligne de filetage à ce niveau-ci qui s'arrête là. Donc ça c'est la partie donc filetée telle qu'on peut voir les filets à ce niveau-ci. La représentation donc en vue de gauche ou bien vue de droite se représente comme ceci. Ça s'arrête donc aux 3/4 tel qu'on voit là. Donc on ne remplit pas toute cette partie-ci. Même chose ici pour le taraudage. On peut donc voir le taraudage. Les deux traits ici sont toujours très forts. Et les traits donc de filetage ici là sont tout simplement donc très fins. Et ici également donc pour le taraudage, on s'arrête ici à 3/4. Donc ce n'est pas enfermé entièrement. Ici on a donc l'assemblage de notre tige filetée dans notre trou taraudé. La représentation du filetage de la pièce mâle emporte sur celle de taraudage de la pièce femelle tel qu'on peut voir ici en image.
On continue donc toujours avec la représentation donc des différents éléments filetés. On peut donc voir apparaître là en image un trou taraudé borgne, un trou taraudé débouchant. On a donc ici trou taraudé borgne. On voit comment sa représentation donc se passe. Un trou taraudé débouchant, voici encore sa représentation. On a vu les dessus, voilà comment ça se représente. Et lorsque les détails sont cachés ici, voilà comment ça se représente. Ici, on a donc un trou borgne. On peut donc voir toujours bien notre vis ici, notre écrou, et on a là une rondelle. On continue donc avec les éléments standards qu'on utilise donc en dessin technique. On peut donc voir apparaître ici dans le tableau. On a donc un roulement ici donc d'éléments. La représentation ici, ça c'est la représentation donc symbolique. La représentation donc en 2D. Ici, la représentation donc, en 3D en perspective. Donc, voilà comment ça se représente donc, dans la réalité. Les roulements donc, sont utilisés tout simplement donc, pour les guidages en rotation. On peut avoir les écrous en gauche. On peut donc voir une écrou en gauche ici avec sa rondelle franc, tel qu'on peut voir là. Utilisé donc pour serrer les bagues intérieures des roulements, tel qu'on voit là. On continue toujours avec les éléments donc, standards. On peut donc voir apparaître là les clavettes. Donc voici donc une clavette en image ici donc celle-ci. Utilisée donc tout simplement pour la liaison en rotation donc de l'engrenage ici par rapport à son axe. De manière que si l'engrenage tourne, ça tourne avec l'axe. On a également donc les goupilles qui sont utilisées donc pour la liaison donc des pièces telles qu'on peut voir là en image. On continue tout simplement toujours avec les éléments standards. Cette fois-ci, nous avons donc un boulon qui est tout simplement l'association d'une vis et d'un écrou. Donc l'ensemble ici est donc tout simplement un boulon utilisé donc pour l'assemblage donc de deux ou plusieurs pièces. On peut le voir là en image donc. Ici on a donc un anneau élastique qu'on appelle encore un C-clip. Ça c'est les C-clips pour arbre. Donc voici l'exemple donc de ce C-clip là pour la liaison donc en translation, pour éviter que cette pièce ne translate donc vers la gauche. Donc on continue toujours avec les éléments standards. Là en image, on peut donc voir apparaître tout simplement donc les joints. Ici on a donc les joints à lèvres. Ici on a un joint à une lèvre. Voici comment ça se représente donc. Utilisé tout simplement pour les étanchéités, c'est-à-dire pour empêcher soit la poussière d'entrer dans le mécanisme ou bien encore le lubrifiant de sortie. Ici on peut avoir la représentation donc symbolique des engrenages là, tel qu'on peut voir ici. En perspective, on peut donc voir notre pignon et notre roue, comment c'est représenté. C'est tout simplement les organes de transmission de puissance. On dira que un engrenage est tout simplement l'ensemble de deux roues qui s'engrainent donc ensemble. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui nous montrait donc étape par étape, pas à pas donc comment donner les généralités qu'on utilise donc en dessin technique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.